quand on poste, et je jette la pierre à personne parce que moi-même je l'ai eu en fait au début, on a l'impression qu'on est Rihanna, tu vois, au Stade de France, et qu'on a mais des milliers de personnes qui nous regardent, alors que la réalité c'est qu'on est personne et que tout le monde s'en fout de notre vie. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Hello. Trop content que tu sois là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais? Parce que Ghostwriter, c'est abstrait. Je comprends. Écoute, carrément, déjà merci beaucoup pour l'invitation, je suis vraiment trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi je suis ghostwriter, donc qu'est-ce que c'est que ce métier que pas beaucoup de gens connaissent? Alors c'est un nouveau métier, c'est le fait d'écrire les posts LinkedIn pour quelqu'un d'autre. Je te parle vraiment de LinkedIn, parce que tu peux avoir des ghostwriters, donc des prête-plumes, qui écrivent, admettons, les discours des ministres, du président, même ghostwriter pour des chanteurs. T'écris des paroles et tout. Mais sur LinkedIn, tu vas écrire les publications de ta cible. Donc tu peux avoir une cible qui peut être variée. Tu peux écrire pour, admettons, des personnes qui font du bien-être, donc des coachs développement personnel. Tu peux être vraiment très ciblé. Moi, ma cible, c'est les CEO et les dirigeants d'entreprise. Donc aujourd'hui, j'écris pour eux sur des thématiques précises. Donc moi, j'écris que sur le management, le télétravail, l'entrepreneuriat, la diversité, inclusion, tout ce qui touche vraiment à l'humain, en fait, le recrutement. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça que je fais et c'est ma définition du ghostwriting propre à moi. Ok, mais du coup, tu piques le taf aux directions marketing et communication? Alors non, je ne pique le taf de personne. Alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai été directrice artistique, communication digitale, marketing. C'est vraiment un boulot complètement différent. Quand t'es prête-plume, t'es vraiment prête-plume. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir, qui demande vraiment des compétences précises. Quand t'es ghostwriter, moi, j'aime bien dire qu'il faut plus que t'aies des capacités empathiques que même des capacités d'écriture. Donc c'est vraiment une organisation, une structure à avoir, et c'est vraiment différent d'un DA, d'un directeur marketing, d'un DIRCOM, ou peut-être même là, on est plus sur de la strat, donc stratégie peut-être commerciale, tout ça. C'est super différent. Donc non, je ne pique le taf de personne. Mais de premier abord, quand on te connaît un petit peu et qu'on va sur LinkedIn, t'es quelqu'un qui est super pétillant. T'as une forte personnalité. Merci. Comment? Oui, je suis français. C'est moi, je sais, j'adore. Mais du coup, au premier abord, on pourrait se dire, ok, elle va écrire à ma place, elle va mettre sa personnalité dans mes posts. Mais pas du tout, en fait. Le métier de ghostwriter, c'est aussi comprendre la personne qu'on doit représenter. C'est ça. Tu vas mieux l'expliquer que moi. Ouais. En fait, c'est pour ça que je parle beaucoup de psy. C'est que quand t'es ghostwriter, il faut vraiment que tu cernes qui est la personne pour cerner son ton, comment elle veut que t'écrives pour elle. Donc en fait, ta personnalité, tu la mets un peu au placard. Ce qui est un peu paradoxal parce que finalement, tu vois, les clients, ils viennent te chercher parce que t'es toi et qu'ils apprécient du coup ta personnalité, tes valeurs, ce que tu dégages et tout. Mais voilà, eux, c'est pas toi. Donc ils sont pas forcément... C'est pas parce qu'ils kiffent ce que tu fais qu'ils veulent que tu fasses du toi pour eux, en fait. Alors, j'en ai qui me le disent, et là, c'est le kiff absolu, c'est génial. Mais sinon, y en a qui me disent, voilà, je suis peut-être pas très à l'aise avec ce qui est clivant, avec l'humour, tout ça, je veux peut-être plus rester un petit peu plus conventionnel. Il y a pas de souci, il faut vraiment que tu t'adaptes, que tu te formates aux clients, et évidemment que tu sois à l'aise avec les thématiques, sinon c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est vraiment... tu prêtes ta plume, donc tu es au service de la personnalité, de l'identité, de la marque
personnel que veut construire le client. Donc oui, il y a tout un travail de découverte, d'analyse de qui est la personne, comment elle veut que tu communiques pour elle et tout. Donc ouais, forcément, c'est pas je vais écrire des posts pour moi et je vais les vendre à d'autres. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une analyse d'abord de la personne. De la personne. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut faire un petit parallèle et que par exemple un responsable marketing ou communication dans une entreprise doit prendre un peu les mêmes réflexes, c'est-à-dire comprendre l'ADN de sa marque et écrire pour la marque et pas juste pour qui il est lui-même, c'est-à-dire se projeter dans la personnalité et l'identité de cette marque, écrire, comprendre le sens et réussir à donner une âme à cette entité-là. Alors, ce que tu veux dire, c'est que du coup, un directeur marketing écrit des posts, c'est ça ? S'il devait, par exemple, prendre la parole ou construire une stratégie pour son entreprise, en fait, le premier truc qu'il doit faire, c'est se projeter dans l'âme de l'entreprise et l'ADN de la boîte. Oui, complètement. Oui. En fait, c'est différent parce que quand tu es salarié, du coup, dans le cas d'un directeur marketing et tout, tu es l'ambassadeur de ton entreprise. Donc, forcément, ta communication, il faut qu'elle corresponde quand même plus ou moins à... Moi, j'aime bien utiliser ce terme, à l'ambiance de l'entreprise. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle dégage ? Est-ce que c'est super friendly ? Est-ce que c'est plus conventionnel ? Clairement, si tu as une entreprise qui est, tu vois, admettons dans le luxe, donc du coup, qui a une communication vachement carrée, vachement guindée, et que tu as un salarié qui est hyper décomplexé, etc., dans sa com', alors, ça colle pas trop. Donc, forcément, au niveau de l'image de l'entreprise, l'ambassadeurat, il n'est pas super, adapté, il n'est pas super pertinent. Donc, oui, quand on est salarié, quand même, l'idéal, c'est je dirais pas de se formater, parce que moi, je suis anti ça. Hein. Je dis vraiment qu'il faut être soi-même, etc. Mais quand même, LinkedIn, tu vois, c'est pas Instagram, c'est pas Facebook. Et moi, je dis toujours qu'on est vraiment l'ambassadeur de son entreprise quand on est salarié sur LinkedIn. Okay. Donc oui, il faut quand même s'approprier et s'adapter à l'image que véhicule l'entreprise pour justement, en fait, que ce qu'on dégage nous, ça corresponde à ce que dégage l'entreprise. Il faut qu'il y ait une symbiose parce que sinon, ça colle pas et ça crée une dissonance et c'est pas le but, quoi. Et du coup, il faut faire gaffe à un piège dont tu me parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que communication d'entreprise... numérique, il faut pas que ce soit chiant comme post. Faut pas que ce soit chiant, non, clairement pas. En fait, moi, je dis toujours que la marque personnelle, dans marque personnelle, il y a personnel. Donc, du coup, ça, c'est hyper important. Il faut vraiment que les gens parlent d'eux-mêmes et ne fassent pas des posts style ouais, j'ai assisté à cette réunion hier à 17h, etc. Ça, vraiment, mais tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne. Et voilà, parlez de vos échecs, de vos doutes, de vos peurs. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura une résonance de la part de l'audience et que l'audience, justement, va grossir parce qu'il y a un aspect humain que le créateur va donner à son audience et qui va faire que l'audience, elle va s'attacher à cette personne, tu vois, elle va se dire moi aussi j'ai vécu ça, du coup cette personne, elle me comprend, je me sens moins seule. Donc, il se passe quelque chose, il y a une émotion, tu vois, alors que clairement, tu partages des tableurs Excel, tu partages des études de cas. Ça, c'était le LinkedIn avant Jésus-Christ, en fait. Hein. Ça, c'est terminé, ça n'intéresse plus personne. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça intéressait personne, si ça intéressait quelqu'un, à un moment donné. Mais ça, c'est fini. Et voilà, il va falloir vraiment que les gens intègrent ça et prennent le train en route et pensent vraiment storytelling, partage d'expériences personnelles, pour espérer vraiment développer son audience. Alors, la façon dont tu me décris LinkedIn, tu me le décris comme un réseau social, comme si c'était un Facebook professionnel. Ah oui, mais tu sais, ça c'est quelque chose en plus que je lis vachement en ce moment, c'est que LinkedIn, ça devient l'Instagram professionnel. Et c'est hyper vrai. C'est hyper vrai parce que, en fait, on en a marre des posts hyper calculés, voilà, avec des chiffres, tout ça. On veut de l'humain. Et d'ailleurs, LinkedIn tend de plus en plus vers le divertissement et vers quelque chose de cool et de décomplexé, j'ai envie de dire, parce que la preuve, tu vois, c'est l'émotion drôle qui a été rajoutée. Ouais. Avant, t'avais que les réactions j'adore, j'aime, instructif, intéressant, soutien et applaudissements. En mode, parce que c'est du professionnel, on peut pas s'amuser, on peut pas rigoler, tout ça. Et d'ailleurs, ça donnait un petit peu de
tu vois, de grain à moudre aux gens qui disaient, dès que tu faisais un peu d'humour sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel, c'est pas fait pour ça, en mode, parce que c'est professionnel, on peut pas s'amuser. Et LinkedIn va justement dans notre sens, à nous, les créateurs qui voulons justement s'éclater un peu sur LinkedIn, merci, ils ont créé cette émotion drôle, qui montre bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution de LinkedIn. Et tu le vois bien aussi du fait que, franchement, moi, j'aimais pas trop ce réseau avant, tu vois, il y a quelques années. Bon, on viendra au fait de pourquoi je suis venue dessus. On a préparé une bonne partie là-dessus. Ouais. Mais moi, je me disais, franchement, c'est un réseau de boomers, donc franchement, tu vois, des personnes un peu... les boomers, c'est pas tes clients au départ? C'est pas les CEO? Franchement, non, sinon, c'est pas mes clients. Moi, j'en veux pas. Mais tu vois, réseau en mode des personnes un peu arriérées... tout ça, j'avais un mauvais a priori. Et maintenant, ce que je vois, c'est que LinkedIn, c'est envahi par la génération Z, la génération Y, des personnes vraiment, genre, qui se prennent pas la tête, qui sont là pour, tu vois, ils mettent des photos de profil avec des casquettes, avec des lunettes de soleil. C'est fini, tu vois, les photos de profil LinkedIn maintenant où t'es comme ça. Mais de toute façon, tu le vois même dans les contenus LinkedIn. Là, t'as LinkedIn qui a lancé une série d'interviews. Et qui en fait parle des gens, mais de la façon personnelle de voir la vie professionnelle. Et c'est en train de cartonner. Et si eux le font, c'est bien que l'humain doit revenir au centre et puis être un espèce de wall de publication de ton spot publicitaire ou de ton film corpo classique. C'est ça. Mais que ce qu'ils veulent, c'est du contenu authentique, c'est mettre en avant tes collaborateurs. Donc en fait, finalement, prenez l'humain et mettre en avant les histoires plus que le reste. Donc le storytelling, comme tu le disais. Carrément, ça a toute sa place. Et tout à l'heure, tu me parlais des objections. Oui. Alors, les objections, franchement, moi, j'ai toujours la même, mais j'ai trouvé une solution pour ça, je vais t'expliquer. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, moi, en appel découverte avec mes prospects, j'ai toujours la même objection, c'est... Alors, on adore votre style, votre plume, tout ça, et justement, on en revient à... les gens ont beau aimer ce que je fais, ils veulent vraiment pas forcément que je fasse la même chose pour eux. Ils me disent, par contre, moi, je voudrais que pour moi, vous écriviez des posts qui soient vraiment genre corporate, des études de cas, partager des tableurs Excel, tout ça, documenter des chiffres, des bilans d'entreprise. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire, d'une part. Donc ça me correspond pas, mais bon, ça, c'est autre chose. Et c'est surtout pas ce que veut voir LinkedIn aujourd'hui. C'est ça. C'est mort, ça, c'est fini, ça n'intéresse plus personne. Et si tu veux, mes clients, enfin mes prospects, parce que je bosse pas avec ces personnes-là, parce que du coup, ça correspond pas, ils comprennent pas ça. Ils sont vraiment dans l'ancien LinkedIn. Moi, j'y étais pas, mais on m'a beaucoup parlé de cette légende qu'est l'ancien LinkedIn, où justement, il y avait beaucoup de partage d'études de cas, de tableurs Excel et tout. Et voilà, ça marchait peut-être à l'époque, maintenant c'est plus le cas. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que j'en avais marre de cette seule objection, c'est même pas le prix, c'est même pas, voilà, c'est vraiment ça, ils veulent parler de ça, c'est que j'ai rajouté une question dans mon calendrier qui est tout le monde se fout de votre produit, parce que c'est la réalité, hein. Le technique, les produits, franchement... Surtout qu'il y a dans tous les secteurs 15 000 concurrents. Donc Mais c'est ce que j'écris, justement. Je te la montrerai en off tout à l'heure, la question. C'est un peu long, la question, c'est tout le monde se fout de votre produit, je suis pas sûre du mot à mot. Pour un concept lancé, vous avez 400 concurrents, c'est ce que j'écris. Les gens veulent vous connaître, vous, vos valeurs, votre vision. Est-ce que vous êtes en accord avec ça ? Après, là, on rentre sur une problématique que moi, je rencontre tous les jours avec l'agence de pub et d'audiovisuel. C'est qu'on nous dit, vous avez un devoir de conseil. Finalement, les clients, ils viennent nous voir pour qu'on les accompagne, puisqu'ils savent qu'on est expert dans notre domaine. Et quand on leur explique quelque chose et qu'on leur dit, bah voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire, derrière, on a un refus d'écoute. Ouais. Et finalement, pour avoir un devoir de conseil, il faut qu'il y ait un devoir d'écoute en face. C'est ça. Et si on dit les choses, c'est pas forcément pour faire une objection au client, mais parce que c'est par rapport à ce qu'on voit, ce qui fonctionne. Donc après, je dis pas que c'est facile quand, par exemple, tu es responsable dans une boîte et que tu dois rendre des comptes à 15 000 personnes, mais je pense qu'il faut ouvrir la discussion là-dessus et arrêter d'avoir peur de changer et de systématiquement vouloir faire la même vidéo que les concurrents, puisque en fait, d'un point de vue extérieur, le prospect, il va voir 3 fois la même vidéo, 3 fois le même sujet, le même ton. Donc si on veut faire le buzz, en fait, 1, on ne le commande pas. Ouais. Et 2, c'est quand on a une liberté d'expression et de communication et qu'on comprend vraiment le média sur lequel on diffuse, que là, tu as une chance de faire le buzz. Donc finalement, pour les accompagner, faut qu'ils acceptent aussi s'ils viennent nous chercher.
qu'on les accompagne jusqu'au bout. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord, mais comme tu dis, en fait, je sais pas si c'est un problème d'écoute, mais en fait, je pense que c'est surtout un problème d'acceptation de la réalité. De je peur pense aussi, que peut-être ? ouais. Peur de franchir le pas ? Alors oui, il y a un gros problème, c'est que souvent, moi aussi c'est ma cible, c'est les chefs d'entreprise et les dirigeants ont peur de leur image. Ce qu'ils me disent, c'est si je commence à parler de moi, de mes expériences personnelles, mes clients ils risquent de me juger, etc. J'ai peur de l'image que je vais renvoyer. Donc du coup, ouais, ils sont pas prêts à franchir le cap, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni, tu vois, et ils s'obstinent à penser que c'est possible, et je sais que tu me rejoindras là-dessus, que c'est possible en parlant d'un sujet qui, franchement, n'a pas beaucoup de résonance. Ils en ont pas forcément conscience déjà d'une part, et ils pensent que c'est possible de faire du buzz. En gros, ils viennent te voir pour leur boîte qui est d'un domaine qui est franchement pas super sexy, genre, je sais pas moi... Fais gaffe à qui tu critiques, ça va être les 3/4 de nos Ouais, je suis en clients. train de réfléchir, c'est pour ça. On va dire un domaine pas très sexy, on va pas rentrer dans les détails. Et ils viennent te voir avec cette thématique-là et ils te disent, voilà, j'aimerais bien faire du buzz là-dessus, avoir de la visibilité. Et t'as beau leur expliquer que c'est pas possible, et ils restent convaincus qu'en fait, ça reste peut-être possible quand même, etc. et tout. Il y a une forme de déni. Donc ouais, on peut parler du fait qu'on n'est pas écouté, parfois, mais aussi que... ils sont pas prêts à donner une part d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur justement de leur réputation. Après, je pense que c'est aussi un problème qui est lié à la com en général, c'est que les outsiders, généralement, c'est ceux qui créent des nouveaux formats. Ceux qui créent des nouveaux formats, c'est rarement des entreprises qui sont des boîtes du CAC qui sont implantées, parce qu'il y a plein d'enjeux aussi. Tu peux pas dire ce que tu veux. Donc peut-être, nous aussi, notre rôle, ça va être de les accompagner petit à petit, franchir les pas, pour réussir à amener une communication sur LinkedIn qui soit un peu plus connectée à son audience. Et ça, du coup, je crois que tu as 2-3 sujets à nous aborder sur connecter son audience. Ouais, alors connecter son audience, moi je dirais que de toute façon, pour ça, il faut vraiment être un maximum authentique. Franchement, il faut donner une part de soi-même. Attention, je comprends, c'est pas facile. Quand tu dis authentique, part de soi-même, tu parles aussi bien du coup du dirigeant que de la marque. Il faut qu'elle soit transparente et qu'elle soit ouverte, explicite. Alors, en fait, il y a deux choses. Quand tu me parles de marque, tu vois, c'est les pages entreprises. Okay. Les pages entreprises, moi, je conseille franchement pas de mettre son énergie là-dedans pour créer du contenu, parce qu'aujourd'hui, c'est des pages qui sont très freinées par l'algorithme LinkedIn. C'est une réalité. Donc moi, ce que je conseille toujours pour les pages entreprises, c'est publier dessus, genre une fois toutes les 2 semaines, juste pour partager votre actu. Et c'est tout, mais c'est vraiment pas là-dessus. Par exemple, rester sur un contenu qui est très corporate, le film corpo que tu as fait, ou la communication, ou ta newsletter, tu la postes dessus, mais sans trop d'attente, un peu comme ta vitrine entreprise finalement. C'est exactement ça, c'est une vitrine. Et de l'autre côté, ouais. Tu utilises en force les profils personnels, que ce soit ton CEO, ton directeur de marque, ainsi de suite. Et eux, tu pousses sur des sujets qui sont plus affinitaires avec ton audience. C'est ça. En fait, si tu veux, la page entreprise, le terme, il est parfait. Tu dois la voir comme une vitrine. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une page entreprise pour rassurer tes clients ou ton audience et attirer la confiance. Au même titre que demain, tu vois, tu vas acheter sur un site internet un t-shirt ou je ne sais pas quoi. Si tu vois que le site, il n'y a rien, c'est vide et tout, je sais pas, tu te poses des questions, tu te dis c'est bizarre, tu vas pas donner ton argent, tu vas pas avoir confiance. Là, c'est pareil. C'est clair que tu arrives sur un site où il y a marqué sold out, ça donne plus envie qu'un site où il n'y a rien à acheter. Mais... Ouais, au moins un peu de matière, tu vois, quelques fiches produits, des photos, tu vois que tu as une fiche produit, tu n'as pas de photos, tu te dis c'est bizarre. Donc voilà, c'est juste une vitrine rassurante, mais en termes de concentrer son énergie en création de contenu, non, poster une fois toutes les 2 semaines pour l'actu, pas plus, pas de storytelling sur une page entreprise, parce qu'une page entreprise n'est pas une personne. Mais c'est marrant parce c'est que une entreprise. Au premier abord, vraiment, j'aurais accompagné mes clients en disant ok, on se crée un storytelling sur votre page entreprise. Ah, pas du tout. Ah, franchement, mais pas du tout. Moi, je te dis vraiment, le storytelling, faut vraiment le concentrer sur des profils personnels. Parce que, en fait, la raison, elle est simple. Sur une page personnelle, tu peux employer le je. Alors que sincèrement, sur une page entreprise, employer le je, c'est bizarre. Parce que tu parles au nom de l'entreprise, c'est qui parle du coup derrière ? C'est vous, Est-ce que c'est le CEO qui gère la page entreprise ? Est-ce que c'est la community manager ? On peut pas, sur une page entreprise, on peut pas employer le je, c'est trop abstrait, c'est pas une personne. Donc du coup, connecter avec l'audience quand tu parles pas en ton nom, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on en revient justement à marque
personnel, donc soi-même. Et ça, tu vois, c'est profil perso. C'est, tu vas faire des partages. Les pages entreprises, elles sont arrivées après les profils personnels sur LinkedIn. Quand LinkedIn, ça a été créé, au départ, tu créais juste ta fiche perso. Et c'est des années après qu'ils ont créé les pages entreprises. Mais du coup, le fondement de l'algo et du fonctionnement, c'est la marque personnelle. C'est ça. Et ça fait que se développer, en fait, dans ce sens-là. Et ça n'a pas bougé. Hein. C'est toujours freiné par l'algorithme. Alors que les pages personnelles sont plus valorisées et aussi ont plus de possibilités. Sur ta page personnelle, tu peux créer, par exemple, une newsletter. Sur une page d'entreprise, tu peux pas créer une newsletter LinkedIn. Donc ouais, pour avoir de la résonance, franchement, aujourd'hui, faut être authentique sur sa page personnelle. Moi, je dirais, franchement, storytelling. Vous avez tous une histoire intéressante à raconter. Tous. Moi, je veux pas entendre des gens dire « Ouais, mais je suis pas intéressant, j'ai rien à dire, franchement, j'ai pas un vécu incroyable et tout. » Pas du tout. On a tous vécu des échecs, on a tous eu des expériences professionnelles qui étaient plus ou moins bancales. Le monde du travail étant ce qu'il est. Après, il y a des entreprises super aussi, mais voilà, on a franchement tous des trucs à raconter, même des expériences plus personnelles, en fait. On peut forcément faire des liens avec le professionnel. Faut se casser un peu la tête, essayer de se dire, qu'est-ce que j'ai vécu moi ? Et que potentiellement, d'autres personnes ont aussi vécu ou vivent en ce moment, et peuvent se sentir moins seules si je le raconte. Et tout le monde a des trucs à dire, tout le monde. Tu me disais tout à l'heure que ce que LinkedIn aime bien, et ce qui fonctionne, c'est s'intéresser aux gens pour créer ta communauté. Donc, plus tu vas interagir avec l'outil, avec les personnes, et pas juste le prendre comme un endroit où tu publies et tu balances un petit peu ce que tu as à dire, plus ça fonctionnera. Donc, en fait, peut-être pas forcément plus de contenu ou aller chercher des abonnés, mais juste chercher la qualité, une petite communauté, le partage. C'est ça. C'est quoi ton a priori là-dessus ? En fait, le truc, c'est que tu vois, moi, typiquement, je suis arrivée sur LinkedIn, j'avais même pas le bouton 500 relations et plus. Hein. Je sais pas, je devais avoir 200, 300 relations. Et c'était même pas des vraies relations, c'était parce que je cherchais un taf. Bon, on y reviendra après, je vais pas spoiler. Mais du coup, j'avais rajouté plein de recruteurs et tout. Je créais pas de liens plus que ça. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, ça fonctionne comme n'importe quel réseau social, parce que LinkedIn est un réseau social, il faut aller s'intéresser aux autres. Tu peux pas te dire, je vais lâcher un post et je vais rester là comme ça devant mon téléphone et je vais attendre que les likes arrivent. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Il faut que tu fasses la démarche de te dire, je vais aller voir ce que proposent les copains, je vais aller commenter, je vais aller liker et tout. Et il va se produire quelque chose de super intéressant, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que naturellement, surtout sur les, entre guillemets, petits comptes, tu vois, typiquement, tu prends quelqu'un qui, je sais pas, qui fait 2 likes sur ses posts. Franchement, je te donne une probabilité de 95%, sans trop m'engager, pour que la personne, si tu likes et que tu commentes, elle ait un mécanisme de reconnaissance qui s'enclenche et que du coup, elles se disent « c'est sympa, du coup, j'ai pas beaucoup de likes, elle est venue me soutenir, je vais aller voir ce qu'elle fait, je vais aller voir qui elle est et tout. » Et c'est comme ça qu'en fait, tu crées cette relation ping-pong et tu crées aussi ce truc de reconnaissance. Donc, il y a ça qui est un super tips, c'est viser les plus petits comptes au début quand tu démarres pour créer ça. Autre tips aussi super intéressant, c'est viser tout le contraire, c'est-à-dire les très gros comptes. Là, en fait, on passe du tout au tout, mais là, en fait, tu vois, on va pas du tout viser la même chose, c'est-à-dire qu'on va pas se mentir. Moi, la première, c'est un peu malheureux, mais quand tu fais un post qui fonctionne très bien, où tu as peut-être 200 ou 300 commentaires, tu vois pas forcément tous les commentaires et t'as encore moins le réflexe, je vais pas te mentir, de passer sur le compte de tout le monde pour rendre l'appareil, tout ça. Donc c'est pas ce qu'on va chercher. Ce qu'on va chercher chez ces comptes-là, c'est justement de leur gratter, on va dire, un peu de visibilité. Et d'abonnés. Pas forcément d'abonnés, de la visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller sur quelqu'un qui a de l'influence sur un post, tu vas mettre un commentaire à valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est un commentaire à valeur ajoutée ? C'est 2 choses. C'est soit l'humour, c'est-à-dire une punchline, un truc sarcastique, quelque chose. L'idée, en fait, qu'il faut avoir, c'est retenir l'attention et attirer vraiment
le truc en fait chez les lecteurs de s'arrêter en fait sur ton commentaire. Ouais, d'ailleurs, même l'algo, il te fait remonter dans les top commentaires en fonction du nombre d'interactions que tu as eues. C'est exactement ça. Donc l'humour ou le fait d'être constructif, c'est-à-dire que tu vas faire une analyse du post et tu vas vraiment essayer de rapporter une valeur de ouf dans ton commentaire. Un article ou donner une compétence similaire ou... Pas forcément, mais en tout cas, tu vas donner ton opinion en donnant vraiment genre une thèse, tu vois, ou même une contre-thèse ou quelque chose comme ça. Tu vas dire, bah là, je suis d'accord par rapport à ça, etc. Et tu vas vraiment analyser, tu vois. L'échange et la construction. Oui, et dans le but vraiment de ne pas perdre de vue, d'attirer l'attention des gens, parce qu'on est tous comme ça, on aime trop, surtout quand il y a beaucoup de commentaires, tu vois, lire les commentaires sous les posts. Ouais. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer l'attention des lecteurs de commentaires et pas du créateur en lui-même, qui peut-être te verra pas passer. Et là, tu vas attirer du trafic, des demandes de connexion, tu vas attirer des gens qui vont s'abonner à toi, etc. Et il y a des gens qui aujourd'hui ne fonctionnent que comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas de contenu, mais par contre, t'inquiète pas qu'ils vont commenter chez tout le monde, ils mettent des commentaires qui ont de la valeur, qui sont marrants ou quoi. Et ils ont une audience comme ça et ils sont reconnus pour ça. Et du coup, par rapport aux commentaires, attirer l'audience, attirer les personnes, et je t'ai dit, alors si tu veux, coup, j'ai un vaut autre mieux... tips aussi à donner par rapport à ça. Ouais, et du coup, moi, la question que je t'avais posée, c'est il vaut mieux aller chercher des gros comptes où l'audience est affinitaire avec potentiellement ton profil d'audience pour que les deux matchent. Parce que c'est... Je dis n'importe quoi, mais si tu es dans le domaine de l'énergie et que tu vas chercher un follower qui a que des gens qui sont contre cette énergie-là, ça va pas fonctionner. Enfin, tu vas entamer la polémique, mais tu vas pas aller récupérer des abonnés ou intéressés. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que justement, ça peut faire l'effet complètement inverse. Si tu arrives justement, admettons, sur un post de quelqu'un qui est anti-écologie, admettons, et qui a beaucoup de visibilité, t'arrives avec ton commentaire pro-écologie, bah forcément, tu vas rallier beaucoup de gens qui vont être d'accord avec toi et ça peut au contraire susciter une émotion de rassemblement, d'unité et de solidarité et attirer ta cible. En fait, c'est de la psychologie inversée. Donc, effectivement, tu peux cibler les gens qui sont vraiment dans ton domaine, qui peuvent être potentiellement, si tu es entrepreneur, qui peuvent être des clients, en fait. Okay. Si tu es chercheur d'emploi, tu peux cibler des chefs d'entreprise, des recruteurs, etc., qui ont de la notoriété. Tu peux raisonner comme ça. Tu peux raisonner tout l'inverse et cibler des personnes qui ne seront jamais tes clients pour attirer des gens qui vont aller à contresens comme toi. Et tu peux juste ne pas réfléchir, c'est-à-dire ce que j'ai fait moi. Et aller là où tu veux. J'ai eu 0 strat. Franchement, je vais pas m'inventer une vie. Non, mais on n'est pas là pour mentir, tu vois. Donc finalement, ça montre le potentiel. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera d'accord avec ton avis et qui va le partager. Donc en fait, il faut juste oser et pas avoir peur et franchir le pas. C'est ça, c'est ça. Parce que ça fonctionnera. Mais du coup, quand tu vois tous ces gros posts, tous les profils qui cartonnent, souvent on peut se comparer et se dire... Ouais, mais je suis tout petit, je suis pas légitime, lui il a cartonné. Est-ce qu'il y a que des posts qui ont réellement cartonné de façon naturelle ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de triche aussi ? Et est-ce qu'il faut vraiment se comparer ou est-ce qu'il faut penser à soi ? Et si ta communauté elle fait 300 personnes mais qu'elle fait du bien, eh ben c'est très bien, il faut se concentrer là-dessus. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on va parler de la communauté. Alors effectivement, aujourd'hui, tu vois, le problème, c'est que t'as des comptes qui peuvent avoir 100 000, 250 000 abonnés et qui peuvent avoir 10, 20 likes. Pour différentes raisons. Soit. Ça sent l'embrouille. Voilà. Achat d'abonnés, peut-être qualité de contenu qui s'est perdue, etc. Il y a plusieurs raisons différentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? C'est que, sincèrement, les abonnés, on s'en fout. Enfin, attention, j'aime mes abonnés. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas de valeur de faire une course incessante et effrénée aux abonnés et de se dire je veux en avoir le plus possible. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est les fidéliser, c'est les fédérer et faire en sorte de garder un contenu de qualité et surtout d'entretenir les relations. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que franchement, il vaut mieux que vous ayez 50 abonnés qui soient mais ultra fidèles et qui vous apprécient et avec qui vous entretenez des liens, c'est-à-dire que vous allez commenter chez eux, vous engagez la conversation en message privé, style, voilà, une fois que vous avez repéré des personnes qui sont vraiment régulières sur vos posts,
ça te coûte rien, tu t'envoies un petit message. Merci pour ton soutien, ça me fait super plaisir, c'est super précieux pour moi et tout. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a vraiment une vraie relation avec ses abonnés et quelque chose de fidèle. Donc, finalement, la valeur, elle est dans la récurrence. Et elle n'est pas dans la masse, les chiffres, les abonnés, etc. Souvent, les gens se trompent vraiment pour ça, et ça, c'est quelque chose déjà de très important. La communauté avant le nombre d'abonnés. Fidéliser sa communauté, hyper important. Ensuite, la triche, grand sujet. Alors, ce qui se passe sur LinkedIn aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu as ce qu'on appelle des pods, dont je t'expliquais le fonctionnement en off. Je te l'expliquais parce que malheureusement, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'effectivement, il y a des tricheurs sur LinkedIn qui utilisent des pods. Mais Alors, ça peut avoir plein d'effets néfastes. Ouais. Tu peux te dire, ok, comment il a réussi, moi je suis une merde. C'est ça. 2, tu peux te retrouver, t'es chargé de com dans une boîte, ton patron il va dire, ah, regarde, telle boîte, elle a tant d'abonnés, et en fait ça te met en porte-à-faux. Du coup, tu vas te dire, ok, c'est une bonne chose que j'achète des abonnés, mais est-ce qu'il y a un vrai impact? Enfin, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, du coup, c'est toxique à tout niveau parce qu'en plus, ça induit les gens en erreur. Typiquement, si tu es coach LinkedIn, par exemple, admettons, tu fais croire aux gens que tu cartonnes et que du coup, tu as une autorité dans ton domaine en achetant des likes. Parce que c'est ça que sont les pods. C'est pas les trucs de lessive. Tu sais que moi, naïve comme je suis, tu sais que LinkedIn, c'est un monde parallèle. Je suis arrivée sur LinkedIn, je voyais les gens parler de pods, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde parle de lessive? J'ai dit, mais quand t'es de l'extérieur, vraiment, mais les termes, t'es perdu, quoi. T'es perdu. Donc, du coup, c'est de l'achat de likes. Et c'est trompeur, du coup, pour ton audience, selon le métier que tu fais, parce que tu te crées une fausse autorité dans ton domaine. Par exemple, si t'es coach LinkedIn, tu fais croire aux gens que t'es légitime, que tu cartonnes, alors que tu achètes des likes. Et effectivement, ça a ce truc toxique où les gens, du coup, se comparent avec une base, mais complètement fausse, de dire « Waouh, mais il cartonne de ouf, moi je suis pas au niveau et tout ». Mais en fait, soyez moins naïfs, même si je comprends mais totalement que vous le soyez, et vous avez raison, il faut pas tomber dans la paranoïa et se dire « Mais peut-être qu'il triche, et lui… » Non, c'est normal, mais il faut toujours être méfiant et se dire « Est-ce que c'est naturel ?» Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de comptes aujourd'hui qui ne sont pas naturels, notamment… Comment les reconnaître? C'est quand tu as un pod, dans la plupart des cas, le mec ou la meuf, il a un post à 1000, 2000, 3000 likes et il a 2 commentaires, quoi. Et la plupart du temps, les commentaires, c'est un de lui et un de la personne qui l'a tagué dans le post. Et ce que je te dis, c'est même pas un truc inventé, c'est constaté. Et quand je te dis ça, j'ai des noms en tête. Ouais, mais ça, tu les garderas pour toi. Oui, non, mais évidemment. Mais tu vois, ça crée quelque chose de faux. Et en plus, les gens mentent. Parce que moi, j'ai déjà vu passer des posts. Je te dis, la malhonnêteté n'a aucune limite. Ces gens-là qui font des pods, ensuite font des posts pour dire moi, depuis que je suis arrivée sur LinkedIn, je suis devenue hyper influent. Ben non, en fait, t'es pas influent, tu fais des pods. Tu fais des pods et tu fais croire aux gens que t'es influent. Donc effectivement, c'est super toxique. Donc moi, ce que je voudrais vraiment dire aux gens aujourd'hui, c'est arrêtez de vous comparer parce que vous ne savez pas qui vous avez en face, vous savez pas ce qu'ils font, vous savez pas si c'est propre, si c'est sale, si c'est naturel. Donc concentrez-vous vraiment. Même si c'est naturel, on ne sait pas d'où ils partent. Peut-être qu'ils avaient déjà des choses plus faciles ou quoi que ce soit. Donc ouais, ton message est magnifique. C'est sois toi-même. C'est ça. Et fais-toi confiance. C'est ça. Et concentrez-vous vraiment sur le positif. Alors, on est humain, franchement, je sais, c'est normal. Quand on a 5 likes, on se dit, putain, mon post, il est éclaté, j'ai 5 likes, c'est la honte et tout. Alors déjà, il y a ce problème-là, c'est que franchement, quand on poste, et je jette la pierre à personne, parce que moi-même, je l'ai eu, en fait, au début, on a l'impression qu'on est Rihanna, tu vois, au Stade de France, et qu'on a des milliers de personnes qui nous regardent, alors que la réalité, c'est qu'on est personne et que tout le monde s'en fout de notre vie. Tout le monde s'en fout. Et il faut vraiment arrêter de croire qu'on est le centre du monde et se décentrer de ce truc toxique, de se dire mais tout le monde voit que j'ai fait un bide, et tout le monde va se dire que c'est la honte, et tout le monde va me trouver nulle. Franchement,
Tout le monde s'en fout. Vous allez sortir de chez vous, les gens, ils vont pas vous regarder en rigolant et en disant « Ah ah, c'est l'autre bolos qui a fait 5 likes hier, tu te rappelles ?» et tout. Mais les gens savent même pas qui vous êtes. Donc, testez. Voilà, vous essayez un format, il marche pas. Est-ce que vous prenez du plaisir ? Oui. Eh ben, accordez-vous un mois de plus sur ce format-là. Eh ben, si vous kiffez pas ce format, vous changez, vous itérez, etc. Décentrez-vous déjà de ce truc de tout le monde me voit, tout ça, c'est faux, il faut déjà prendre du recul. Et surtout, voyez le positif. Vous avez 5 likes, c'est super, il n'y a pas de souci. C'est peut-être 5 likes de personnes qui vraiment ont sincèrement kiffé ce que vous faites. On commence tous comme ça, mais moi j'avais 4 likes au début. Les gens croient quoi ? Les gens croient on arrive sur LinkedIn, allez, c'est la fête, on a direct 13 000 likes. Non, c'est pas comme ça la vie en fait. On essaye. C'est aussi lié à l'algorithme de LinkedIn qui, dans ton feed, te met de base ce qui cartonne, ce qui est logique en proposition. Mais d'ailleurs, à l'effet inverse, c'est pour retirer la peur de publier. L'algo LinkedIn, il on va dire déréférence aussi les posts qui font des bids. Et du coup, tu es encore moins vu quand tu réussis pas. Donc, c'est là où il n'y a que du positif des deux côtés. C'est-à-dire que ça fonctionne pas, tant pis, on ne verra pas. Ça fonctionne, tant mieux, on ne verra. Mais finalement, il faut oser et aller dessus et avancer et construire. De toute façon, tu prends le ghostwriting, tu prends le gros hacking, tu prends les entrepreneurs. Il y a un truc qui est commun à tout le monde, c'est qu'ils testent. Il y a beaucoup d'échecs, mais ils trouvent ce qui réussit et ils se concentrent dessus. Enfin, moi, je connais personne dans mon entourage, que ce soit les clients ou l'entrepreneuriat, où ils ont réussi du premier coup. Ah oui, il doit y en avoir, et tant mieux pour eux. Mais généralement, c'est tu testes, ça ne fonctionne pas, on avance, ça fonctionne. Donc, il faut avancer dessus. Si tu as 10 posts qui font 4 likes et que tu en as 2 qui font 10 likes, putain, tu as doublé la mise quand même. Tu as 10 likes. Donc, il faut se concentrer sur le sujet, en faire une extraction et avancer dessus. En fait, tu auras toujours quelqu'un qui a besoin et qui retrouve une résonance dans ce que tu crées, quelle que soit ta marque, quel que soit ton produit. Et il faut juste se concentrer sur ces personnes-là et les accompagner et arrêter de chercher des abonnés. Complètement. Et puis, il faut aussi penser à quelque chose que tout le monde oublie, les lecteurs silencieux. Les lecteurs silencieux, et c'est même une majorité, j'ai envie de dire, sur LinkedIn, parce que si tu regardes, et les gens ont malheureusement peu de fois, tu vois, ce raisonnement-là, franchement, tu as dû observer que la quantité d'impressions de posts que tu as et la quantité de likes, mais des fois, tu as des écarts de ouf. Ouais. Ah oui, mais c'est pourtant des gens qui t'ont lu. Petite mouche ou je sais pas quoi, moustique, je suis en direct, voilà, c'est des aléas du direct. Et c'est des gens qui t'ont lu. Et les gens n'ont pas forcément juste le réflexe de liker et de commenter pour plusieurs raisons. Et ça, c'est important aussi de le dire pour que les gens arrêtent de se dire « je n'intéresse personne ». On est sur LinkedIn, les gars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malheureusement, on vit dans une société où encore trop souvent, les gens ont peur de leur image et essayent un petit peu de vivre caché. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a plein de gens qui ne likent pas ou qui ne commentent pas des posts en se disant « Attends, si je vais liker ça, mon employeur, il va voir. Qu'est-ce qu'il va penser ? Attends, si je vais commenter ça, mes clients, ils vont voir que j'ai commenté ça. » C'est la peur. La thématique, du coup, est-ce que ça peut pas me porter préjudice ? Mais c'est pas pour ça qu'ils ont pas kiffé ton post, en fait. Donc, il faut pas perdre ça de vue. Moi, je reçois franchement plein de messages de gens tous les jours, de gens qui me disent « Franchement, Dorit, c'est quoi ? Dis-moi. » Ah mais il faut pas tout dévoiler. C'est la partie de tout à l'heure. Non, oui, t'inquiète, on y viendra, mais moi je te parle vraiment des lecteurs silencieux. Ça fait pas partie de ce qu'on va aborder tout à l'heure. Les lecteurs silencieux, vraiment, ils commencent leur message en me disant « Tu sais, Dorit, je like jamais rien, mais je kiffe ce que tu fais. » Donc en fait, ils court-circuitent complètement le côté publication, commentaire, et ils vont t'écrire. Mais oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut pas se dire... Donc il faut prendre le métrix du nombre d'impressions aussi en considération. Il faut prendre ça en considération, et surtout, franchement, le métrique principal, c'est le plaisir. Il faut s'amuser, parce que sinon... De toute façon, tu le ressens dans les posts, l'authenticité. Ouais, vous allez tenir quoi ? 2 semaines sur LinkedIn, si l'idée c'est publier, c'est la boule au ventre, tout ça, c'est même pas la peine. Donc ouais, faut pas se comparer et essayer un maximum de contrer cette nature humaine, de voir le négatif. Voyez le positif. Quand il y a des posts qui fonctionnent pas, moi j'ai des posts qui n'ont pas fonctionné quand j'ai commencé. Je me posais devant et j'essayais de comprendre. Moi j'adore l'échec, parce que l'échec pour moi c'est une source d'apprentissage, mais géniale. Et surtout que des fois, sincèrement, j'ai posté des trucs, je me suis dit, pourquoi ça marche pas ? Je pensais que ça allait marcher et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent. Ouais, surtout les pauvres, les gens qui font des carousels de 24 slides, ils ont passé genre 4 heures et ils sont dégoûtés parce qu'ils ont 4 likes, et qui voient des gens qui font des posts
beaucoup moins travaillé, on va dire. Je jette pas la pierre. Moi, perso, j'ai fait 300 likes sur une photo sur LinkedIn où j'avais du plastique dans les cheveux, d'accord ? Où j'ai dit que je sortais du coiffeur. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ton carrousel, par exemple, il était peut-être avec des slides où le texte n'était pas lisible? J'en ai vu passer beaucoup et c'est dommage. L'idée, c'est pas que les gens ils se flinguent les yeux non plus. Est-ce qu'il y a une mauvaise hiérarchie d'informations? Et pourquoi mon post avec du plastique dans les cheveux a fonctionné? Parce qu'il y a grave d'humour dedans et que on en revient au divertissement et à l'humour. Les gens ont aussi besoin de se détendre. Essayer de se poser, prendre un peu de recul et comprendre, au lieu de s'enfermer, tu vois, dans cette bulle et cette spirale, de dire ouais, bah eux, franchement, ils font de la merde et ça marche. Moi, je fais des trucs hyper quali et tout et ça marche pas, c'est bon, j'arrête. Non. Il faut vraiment essayer de se poser et de comprendre l'équilibre, parce que l'idée, c'est pas de faire ce que j'appelle du fan service non plus, tu vois, c'est-à-dire ce que les gens veulent voir. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce qui peut avoir de la résonance, donc ce qui peut plaire potentiellement à l'audience, et quelque chose qui te correspond à Qui toi. t'anime. Voilà. Pour réussir à avoir quelque chose qui peut être percutant, impactant et efficace, et où tu kiffes aussi. Parce que c'est aussi le but. Puis ça demande moins d'énergie d'être soi-même que de créer une image aussi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est plus sincère. On est aussi beaucoup en recherche de ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très déploré. C'est que tout le monde tape un peu, tu vois, sur les créateurs de contenu. Ils se jouent de nous, ils s'inventent une image. Beaucoup pour les influenceurs aussi. Ils nous utilisent, etc. Donc, faut essayer d'aller de plus en plus, justement, je pense, vers cette spontanéité, en fait, ce naturel. C'est quelque chose qui est vachement apprécié. Et moi, je le vois parce que, honnêtement, de ce que j'ai fait moi-même et de ce que j'observe, les posts qui m'ont pris le moins de temps à écrire et où, limite, franchement, je me suis même pas relue ou quoi que ce soit, et où, du coup, c'est le cœur qui parle. C'est pas je vais revoir ce mot, machin, etc. Mais relisez vos fautes quand même, parce Oui, qu'une publication c'est avec important. des fautes, Ça passe pas. c'est pas possible. Ah ouais, non, mais les fautes, ouais, clairement. Mais dans les tournures et tout, tu sais, c'est le cœur qui parle. Et ben, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et les gens le ressentent. Il n'y a pas de mystère. Les gens ressentent la sincérité. Mais du coup, attends, Dorit, elle sort de nulle part, elle se dit, je vais sur LinkedIn, elle poste, et ça cartonne. Alors, ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on m'a énormément dit. Et voilà, je l'avoue, je ne sors pas de nulle part. J'ai un passé avant LinkedIn, d'accord. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, à la base, je viens de Skyrock. Ok. Donc, j'ai eu 3 blogs sur la plateforme et j'ai été élue Blogstar sur chacun de ces blogs assez vite. Alors, Blogstar, c'est la plus haute distinction que tu peux avoir sur Skyrock. En fait, c'est la plateforme et les internautes qui estiment que ton blog est quali et qui t'élisent pour être en page d'accueil de Skyrock pendant 1 mois. Donc déjà à l'époque, tu cartonnais la plateforme de l'époque. Oui, après, cartonner, voilà quoi, tu vois. Ouais, non, mais clairement, j'ai déjà eu une forte visibilité sur un réseau social. Et le pire, c'est que c'est sur les... Enfin, le pire, c'est sur les mêmes thématiques. Moi, j'ai jamais changé de fusil d'épaule. Mon premier blog, je te le disais en off tout à l'heure, c'était un blog où je postais mes bandes dessinées. Donc, du coup, contenu créatif, parce que je faisais des BD à l'époque. Et... Les carousels du futur. Alors ça, du coup, c'est autre chose. Mais en fait, tu vois, quand je suis arrivée sur LinkedIn, moi, je faisais pas de texte. Je faisais des montages humoristiques, Ok. des mèmes et tout. Donc, on en revient à ce blog créatif de Skyrock. Ensuite, mon deuxième blog sur Skyrock, c'était un blog philosophie, psychologie, Ok. où je faisais un peu des analyses sur différents sujets, le bonheur, le déménagement, l'amour, l'amitié, le travail, etc. Je fais beaucoup de posts comme ça où j'analyse des sujets sur LinkedIn, donc on reste là-dessus. Et mon dernier blog, c'est un blog de chroniques humoristiques sur ma vie. Et j'ai une partie humour sur LinkedIn. Donc j'ai jamais changé en fait de thématique. C'est moi. C'est pour ça qu'aussi je pense que ça fonctionne sur LinkedIn. C'est que c'est vraiment ce qui C'est m'anime. toi-même. Donc, parce que tout à l'heure, quand tu me montrais ton blog, je regardais 1500 commentaires Sur Skyrock, ouais. sur Skyrock Ouais. pour un blog où tu as publié en 2013. On est en 2022, ouais. bientôt 2023. Donc en 10 ans, tu n'as pas changé de fusil d'épaule, tu as Non. les mêmes sujets, Ouais. tu restes toi-même et ça fonctionne. Donc en Ouais. fait, le message à passer, c'est est-ce que si on veut fonctionner, quel que soit le réseau social au fur du temps, c'est pas juste être soi-même et parler Complètement. ouvertement. Ah ouais, complètement. Mais franchement, je te dis la vérité,
moi, ça m'a fait peur quand je suis arrivée sur LinkedIn parce que j'ai vu que tout le monde parlait business. Okay. Et je me suis dit, je me vois pas parler business tout le temps. Moi, je me vois parler de ce que j'aime. Je suis quelqu'un de très spirituel, donc du coup, psychologie, voir plein de thématiques de la vie sous différentes visions. Je suis quelqu'un de drôle, donc j'ai vraiment envie d'aborder ce côté-là. J'avais cet aspect créatif. Donc voilà, mettre ça aussi. Et je me voyais pas faire autrement. Et franchement, je pense que si je m'étais obligée à faire des posts expertise, déjà, d'une part, j'aurais pas de visibilité. Et d'autre part, j'aurais pas kiffé et je me serais barrée. Donc oui, il faut être soi-même. Il faut essayer d'identifier ce qui nous anime vraiment. Et en faire une force. Et toujours essayer de trouver l'équilibre. Parce que, tu vois, moi, je vais te dire un truc qui m'anime. Je kiffe Dragon Ball Z. Je kiffe Olive et Tom. Je sais qu'on se comprend très bien d'ailleurs sur... Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Je sais qu'on se comprend très bien sur ces pop culture, tout ça, les mangas et tout. Je peux pas parler que de ça, alors que je kiffe de ouf sur LinkedIn, parce que je vais être dans une private joke, ça va être mon délire à moi, et il n'y aura pas de résonance. Donc trouver un équilibre entre ce que j'aime et du coup ce que j'identifie comme étant des sujets potentiellement qu'aussi les gens vont aimer. Mais d'ailleurs, ça fonctionne dans tous les secteurs, parce que là, on parle de beaucoup de choses qui sont des sujets personnels, mais tu peux aussi, en soi, kiffer, je dis n'importe quoi, t'es un banquier brillant et t'adores parler, donner des tips, les nouvelles lois, les nouvelles fonctions, t'auras forcément une communauté aussi qui le veut. Et donc, du coup, dis-le aussi ouvertement, mais en retirant le côté publicitaire. Il faut juste que tu apportes une plus-value et que tu comprennes à qui tu t'adresses. Si ta communauté, c'est des banquiers, adresse-toi à des banquiers. Mais en fait, tu l'auras toujours. Mais ma question qui arrive, parce qu'on a dit qu'en 10 ans, si tu respectes cette règle, ça devrait fonctionner. Les haters, il y a 10 ans, t'en avais déjà ? Bah, c'est ça, en fait. C'est que quand je suis arrivée sur Skyrock... beaucoup de visibilité très vite, donc directement quasiment Blockstar, voilà, donc beaucoup de visibilité parce que tu es en page d'accueil de Skyrock et tout, donc beaucoup de commentaires, tout ça, et les haters que je n'avais pas forcément du coup avant d'avoir de la visibilité, qui sont arrivés en masse, et moi j'avais 16 ans à l'époque, donc j'étais pas préparée, tu vois, à ça. Donc, je t'avoue que ça a été assez violent. J'ai eu des commentaires style sur mon blog BD, tu sais pas dessiner, c'est moche. Sur mes blogs textes, donc chronique humour et psychologie, tu sais pas écrire, c'est nul, tout ça. Et toujours très constructif, hein, évidemment, on adore. Et aussi de la jalousie. Et c'est des choses que je retrouve aujourd'hui sur LinkedIn et c'est trop drôle à observer parce qu'il s'est quand même passé 10 ans, tu l'as dit toi-même, c'était en 2013, en sachant que du coup, j'étais aussi sur Skyrock en 2012 et tout. Ça fait 10 ans, tu vois. Et les gens, je pense que c'est intemporel, en fait, cette jalousie que peuvent avoir les gens. C'est qu'en fait... Comme j'ai été élue Blockstar très vite, j'avais vraiment beaucoup de commentaires en mode « Attends, mais c'est pas normal. Moi, ça fait 6 ans que je me fais chier à créer du contenu sur Skyrock. Toi, je viens de voir la date de création de ton blog. Ça fait 2 mois, t'es déjà Blockstar alors que tu fais de la merde et tout. » Ouais, et là, c'est pareil. La jalousie. Et là, c'est pareil. En un an, j'ai 38 millions de vues, j'ai des opportunités, tout ça. Mais j'ai la même chose. Je comprends pas. Ça fait 6 ans que je suis sur LinkedIn. Toi, t'arrives de nulle part comme ça. En plus, tu fais des trucs pourris et tout. Et je me dis, waouh, on en est toujours là, en fait. Du coup, je crois que tu as un tips pour les CM, d'ailleurs, sur les publications. Ouais. Tu as quelqu'un qui a pas été très, très cool et tu as répondu merveilleusement. Tu n'as pas parti pris. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, petit conseil personnel dont je suis très fière, c'est qu'en fait, moi, je pars du principe, tu vois, que LinkedIn est public, c'est un réseau social public, et les commentaires sont publics, d'accord ? Donc... Si tu mets un commentaire en public, il faut que tu assumes derrière les retombées publiques. Donc, qu'est-ce que je fais quand c'est des salariés qui me mettent des commentaires dégueulasses ? Bah, je tag l'entreprise du salarié, tout simplement. Donc, je dirais pas le nom de l'entreprise, mais tu vois, typiquement, là, dernièrement, il y a eu un commentaire sale, homophobe, qui est tombé. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, donc c'est vraiment le dernier en date que je te dis. Et j'ai tagué, je sais plus ce qu'il disait, il disait un truc style... Ouais, de toute façon, les homosexuels, vous êtes dégueulasses, nous imposez pas votre façon de penser, vous voulez pervertir le monde et tout. Bref, on adore en 2022.
Et du coup, le type avait en titre LinkedIn, c'est pour ça que je te parle de ça, il avait en titre LinkedIn son entreprise taguée, qui en plus est hyper connue partout en France. Donc j'ai tagué l'entreprise et j'ai mis que pensez-vous des propos homophobes de votre salarié ? Et du coup, tu peux être sûr que franchement, à 95% de chance, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la mode et surtout la démarche de marque employeur, où chaque entreprise a envie d'avoir une bonne image sur LinkedIn et de développer en fait sa notoriété, sa réputation, tout ça. Ouais, et puis même le bien-être, c'est-à-dire le bien-être de tous les collaborateurs et la fierté de travailler pour une boîte qui est clean. C'est ça. Mais ça te détruit une marque employeur. Du coup, là, les propos d'un salarié comme ça, qui, on le rappelle, sont quand même les ambassadeurs d'une entreprise. Hein. T'es pas sur Insta, t'es pas sur Facebook, t'es sur LinkedIn. Donc quand tu représentes ton entreprise avec le titre du nom de ton entreprise, tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Tu peux être sûr que dans 95% des cas, l'entreprise, elle va te mettre un commentaire comme ça. C'est du vécu, hein, quasiment à chaque fois. Nous sommes désolés, nous désolidarisons absolument des propos d'un tel. Nous nous présentons toutes vos excuses, nous allons gérer ça en interne. Et là, tu vois que... C'est beau, du coup, que la boîte prenne un parti pris aussi en public, parce qu'elle pourrait rien dire. Bah ouais. Et là, elle prend la marque. Donc ça montre aussi que les entreprises sont vraiment dans une démarche positive. Et finalement, c'est aussi un bon conseil pour ceux qui auraient peur d'aller publier. C'est de dire, écoute, même les haters, ils sont pas suivis par les entreprises et les boîtes seront derrière toi. Donc, ose être toi-même, tu auras toujours quelqu'un qui te trouve. C'est ça. Donc, pas hésiter à faire ça. Et moi, il y a autre chose que je faisais, en fait, sur LinkedIn. C'est que pendant 6 mois, j'ai eu un format qui s'appelle le carrousel des haters. Ouais, ça, j'ai trop kiffé le faire. Et en fait, je screenais mes pires commentaires anti-tatouage. Parce que je parlais beaucoup de tatouage, je vais continuer à le faire d'ailleurs, parce que les compétences avant l'apparence dans le recrutement, et donc le fait de ne pas juger un candidat sur son apparence et donc sur ses tatouages, c'est vraiment un sujet que j'incarne et qui me tient à cœur. Donc j'ai fait des posts pour en parler, je me suis pris mais une avalanche de commentaires dégueulasses. Tu ressembles à une porte de toilette, les tatoués c'est des criminels, ils devraient être en prison. Ouais, c'est terrible. Donc je screenais, toujours dans la démarche de dire... Ah ouais, commentaire public, ah ouais, bah faut assumer mon coco. Du coup, je vais t'afficher. Donc, je les mettais dans un carrousel. Et en fait, surtout, c'était ça aussi l'intérêt, d'où le titre de Queen des punchlines. Beaucoup de gens me l'ont dit, donc du coup, je l'ai rajouté dans mon titre. Je mettais des réponses hyper marrantes. Genre, je leur répondais des citations de Jean-Claude Van Damme. Je mettais des paroles de chansons, mais genre des chansons grave drôles, genre Tragédie, La Rousseau... Tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est une vraie force, hein. T'as plein de marques qui font ça. Enfin, une que j'ai en tête tout de suite, c'est Buzzman, qui est très très fort sur les tweets ou les commentaires. Tu m'as parlé de Julien Doré aussi. Julien Doré aussi. Et en fait, ils prennent ces posts qui sont des haters et ils en font une force. Donc, en fait, faut jouer avec. Limite, les mecs te donnent un cadeau, c'est une cour de récré, quoi. C'est génial. Moi, parce que ça va faire de la visibilité, ça va avancer. Donc, Et surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait... Je donnais du courage aux gens parce que je leur donnais des techniques de comment gérer justement les haters et pourquoi j'ai fait ce format pendant aussi longtemps. Franchement, c'est pas tellement pour mettre en avant mes punchlines ou quoi, c'est parce que j'avais ma messagerie mais qui pétait de gens qui me disaient franchement Dorit, j'ai fait un post qui a fait un peu de visibilité, je me suis fait fracasser par des gens, maintenant j'ai peur de continuer à publier, ou alors je vois les commentaires que t'as, ça me donne pas du tout envie de publier et tout, et je me suis dit il faut vraiment dédramatiser ça. Le sujet. Ouais, le sujet des haters, et en fait montrer aux gens qu'il y a des façons de les gérer. Donc toujours en légende, j'expliquais, vous avez plusieurs solutions. Vous leur balancez des punchlines, donc en gros vous vous foutez de leur gueule, et ça c'est vraiment génial parce que vous leur donnez pas ce qu'ils attendent, vous montrez pas que ça vous touche. Mais ça marche quand t'es une marque un peu nouvelle ou très ouverte dans tes réponses. Enfin, tu prends une institution, elle peut pas le faire, du coup il y a peut-être un autre tips. Pas forcément, parce que franchement je pense que personne... Alors oui, il y a d'autres tips, mais je pense que personne pourra te porter préjudice, peu importe qui tu es, de répondre... à un commentaire particulièrement méchant et malveillant avec de l'humour. Il y a plusieurs formes d'humour, hein. Je dis pas de mettre forcément des paroles de chansons, de tragédies, de Starac, tout ça, mais tu vois, typiquement, je sais pas si t'as vu le tweet de Becherel, est-ce que tu l'as vu passer par rapport à Jul ?
Non, ça me dit rien du tout. Bah, Becherel, pourtant, tu vois, ils sont pas forcément connus pour être méga fun ou je sais pas quoi. Mais sur Twitter, ils ont fait un truc mais exceptionnel, ça a été repris de partout. En fait, Jules, il a mis un tweet. Il a mis on est là, ça va, on est là. Mais il y avait des fautes de partout, en quelques mots. Ça va, SA, on est là, je crois, c'était E accent aigu, je sais plus, mais bref, il y avait des fautes de partout. Et en fait, Becherel a commenté son tweet en mettant nous aussi, on est là. C'était exceptionnel. Donc tu vois, ça c'est de l'humour, mais c'est pas un humour incroyable non plus. Donc finalement, ton conseil, c'est pareil, si tu es une entreprise et que tu as des haters ou des gens qui sont pas bienveillants, pas le supprimer, mais répondre et garder ça parce que tu en auras toujours. Alors oui, il y a cette possibilité-là. Tu peux bloquer la personne. Moi, maintenant, je perds plus de temps. Ah, je bloque. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, et beaucoup de gens s'en rendent compte, qu'une fois que tu as quelqu'un qui vient te nuire sur un post, moi, je dis toujours que mes haters sont mes plus grands fans, d'ailleurs. Ils viennent sur tous tes posts, en fait. Il s'arrête pas à un poste, donc le but c'est pas de perdre son temps et son énergie. Donc maintenant je les bloque direct, donc il y a cette possibilité-là. Et quand je faisais mon carrousel des haters, je le disais en légende, vous pouvez balancer des punchlines, les ignorer, les bloquer, et voilà. Et je leur disais, dans tous les cas, ces gens-là ne doivent jamais vous empêcher de vous exprimer. Concentrez-vous sur le positif. En réalité, les commentaires, si vous regardez, même si je le dis, je le répète, en tant qu'humain, on est programmé pour voir beaucoup plus, malheureusement, le négatif que le positif. Les commentaires, c'est 99% de positif. Concentrez-vous sur ça. Les commentaires à la harissa, c'est ce que je disais à l'époque. Laissez-les de côté, voyez le positif, et surtout, n'oubliez pas que les haters, ils sont dans leur jalousie, et vous, vous êtes dans votre jacuzzi. D'ailleurs, tu me disais que tu les culmines un peu quand même, les sujets sur lesquels tu peux avoir des haters. Les tatous, l'homophobie, le féminisme. Et donc du coup, je suppose que tu as des haters qui sont en public, mais tu en as aussi qui doivent être en privé, te faire des cyberattaques ou t'harceler. Eh ben non. Non, vraiment. Non, c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai vraiment que des haters. Aujourd'hui, je touche du bois. Bon, après qu'ils viennent en privé, hein, ils auront que de l'ignorance. Mais pour l'instant, ils restent qu'en commentaire. Ils restent qu'en public. À ce jour, je n'ai pas reçu un seul message privé de haters. Mais c'est pas le moment de commencer. Non, mais c'est quand même important de le dire parce que, quand même, 38 millions de vues. On pourrait se dire, ouais, un message privé, tout ça. Non, il reste en commentaire. Parce qu'en fait, je pense que ces pauvres personnes, elles ont vraiment besoin d'attention. Et leur but, c'est vraiment d'être vues. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas rentrer dans leur jeu et partir sur des débats, tout ça. C'est ce qu'ils cherchent. Et puis, de toute façon, c'est toujours les mêmes types de personnes. Ils vont venir vous agresser, vous attaquer et tout. Et ensuite, quand vous allez les recadrer, ils vont vous reprocher de ne pas vouloir débattre. Excuse-moi, mais moi, je débat pas avec des cons. Moi, c'est ce que je dis toujours. Non, mais c'est quand même spectaculaire parce que t'as des gens qui arrivent et qui viennent te dire que les homos sont dégueulasses, que les tatouages, c'est dégueulasse, que les femmes, de toute façon, elles se victimisent toujours. Et quand t'arrives et que tu t'écourtes un maximum, de toute façon, vous voulez pas débattre. Si c'est stérile, en fait. Pourquoi pas, mais là, ça ne non, l'est pas. Quoi. C'est pas constructif. Donc, ils cherchent de l'attention. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, aujourd'hui, franchement, je reçois plus de 100 messages par jour. Et que sur ces plus de 100 messages par jour-là, c'est que du kiff, quoi. C'est que des gens qui me disent « Dorit, merci, tu me donnes vraiment grave d'espoir avec tes posts. » Et j'aide vraiment des gens concrètement, mais j'aurais jamais pensé. Genre, j'ai des gens carrément qui me disent « À force de lire tes posts, je me suis rendu compte que j'avais de la valeur et j'ai quitté mon CDI. » Parce que je me suis dit qu'en fait, je méritais d'être heureuse, tout ça et tout, et de ne pas accepter certaines situations discriminantes. J'ai sorti aussi un podcast, Dorit raconte, où je mets en avant des témoignages de stagiaires, d'alternants, de salariés qui sont harcelés, discriminés au travail. Et j'ai carrément sur Insta, parce que ma communauté LinkedIn me suit aussi beaucoup sur Insta, c'est trop cool, qui m'a envoyé un message pour me dire « Grâce à ton podcast, je me suis décidée à attaquer mon entreprise qui m'a harcelée au Prud'homme et je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas entendu ce témoignage-là où je me suis vraiment reconnue et tout. » Donc c'est que de l'amour, c'est que du soutien, c'est que de la bienveillance en message privé. Alors je dis pas que tout le monde aura la même chose, mais franchement, si on dézoome un peu sur soi-même, on est tous d'accord, je pense, pour dire que en commentaire, et ce que je te dis, c'est des échanges que j'ai eus avec beaucoup de créateurs, c'est majoritairement du positif. C'est du positif,
c'est précieux, tu vois, c'est un moteur. Et c'est hyper important. Et heureusement qu'ils sont là, parce que t'imagines si t'as pas ça, tu te dis pourquoi continuer, parce que t'as pas de feedback, tu sais pas comment c'est perçu, en fait, ce que tu racontes, tu sais pas si t'apportes quelque chose aux gens. Et moi, j'aime beaucoup aussi ça, pour revenir sur le côté... si on culpabilise ou si on se sent un peu honteux d'avoir des posts qui font des flops, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, moi, même aujourd'hui, hein, je me dis pas, ouais, 38 millions de vues, j'ai un standard, il faut que je fasse minimum 100 likes, sinon c'est la honte. Franchement, tu sais ce que je me dis, et j'encourage chaque personne qui regarde cette vidéo à se dire la même chose. Tant que mon post aide une personne, le taf, il est fait. C'est tout. C'est le but, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il faut partir avec ce mindset-là, et pas se dire, ouais, les millions de vues, les machins, les trucs. Ça, c'est cool, c'est du bonus. Mais faut... Bah déjà, t'es un message très positif, parce que en fait, finalement, t'as pas mal de commentaires haters, et ça t'empêche pas du tout d'avoir des CEO qui te demandent de les représenter et être client pour toi. Donc, en fait, même en ayant des haters, t'as du taf. Donc, oui. C'est bien l'exemple qu'en fait, il faut s'en foutre complètement et être soi-même. Oui, complètement. Ça, c'est super important aussi comme message à faire passer, quoi. Et du coup, si on doit résumer un petit peu tout ça, qu'est-ce que tu penses de la marque personnelle et de la marque employeur ? Alors, moi, je pense que la marque personnelle, déjà pour commencer, c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir aujourd'hui. Alors, je vais te dire un truc, c'est que... bon, du coup, je te spoil un peu la question suivante. Je te pète un peu ta structure, là, je suis pas très gérable. Je suis obligée, en fait, de t'en parler. Parce que la marque personnelle, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a ouvert toutes les portes. Donc, c'est forcément mon expérience. Ça peut le mieux illustrer cette thématique-là. Je galérais. J'avais pas de taf. J'ai essayé tous les job boards, donc les sites de recherche d'emploi possibles, etc. Et ça donnait rien. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais publier sur LinkedIn. Je vais essayer de peut-être me faire un peu... remarqué par des recruteurs. Au début, juste, je leur envoyais des messages pour leur proposer mon CV et tout. Et puis, petit à petit, j'ai fait de la marque personnelle sans même le savoir, parce que je connaissais même pas ce terme-là. Et j'ai commencé à parler de mes valeurs, à partager mes expériences et tout. La puissance du truc, 200 propositions d'emploi, c'est un truc de ouf. Et c'est pas que dans le salariat, c'est pour ça que c'est important de rappeler, mais tout le monde a son enjeu, en fait, à tirer de la marque personnelle aujourd'hui sur LinkedIn, chef d'entreprise, salarié, chercheur d'emploi, entrepreneur, tout le monde. Aujourd'hui, tu vois, je suis entrepreneuse, c'est la même chose. Je travaille ma marque personnelle tous les jours à travers mes publications, mes prises de parole, etc. J'ai 3 demandes entrantes par jour pour bosser avec moi. La puissance, elle est énorme, elle est énorme. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut inverser en fait la tendance et aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde, peu importe son objectif, travaille sa marque personnelle parce que les opportunités sont dingues. J'ai été contactée pour être chroniqueuse à la télé. On m'a proposé d'écrire un livre qui sort d'ailleurs début d'année 2023. Puis indirectement, en plus, ça a un impact tout de suite sur la marque, la marque employeur. Et si tu te reconnais dans la marque personnelle, par exemple, je dis n'importe quoi, du RH ou du patron de la société, tu vas avoir envie d'aller partager l'aventure entrepreneuriale avec lui. Donc, finalement, tu vas avoir plus de talents qui vont venir te voir, non pas parce que tu as communiqué sur ta boîte, mais tes valeurs et qui tu es. C'est ça qui est incroyable, c'est que si tu veux, pour le coup, moi à l'époque, en plus, les gens savaient même pas trop c'était quoi mon expérience et tout. Et quand j'ai reçu, quand j'étais en recherche d'emploi, quand j'ai reçu ces plus de 200 propositions-là, franchement, on a dû me demander mon CV 2 fois. Mais sinon, c'était sur mes valeurs qu'on m'a recruté. Donc, on inverse la tendance. Au lieu de chasser et de prospecter les clients ou les recruteurs, les entreprises, on est chassé. C'est incroyable, c'est génial. Et en plus, pour ce qu'on est, les gens vous choisissent pour ce que vous êtes, pour vos valeurs, votre personnalité. C'est exceptionnel. C'est un pouvoir énorme. Et puis, tout le monde est sur LinkedIn aujourd'hui. T'as des médias, t'as des journalistes, etc. En termes de notoriété, de visibilité pour une entreprise, quand tu travailles ta marque personnelle, par exemple, en tant que, admettons, chef d'entreprise,
bah tu travailles la marque employeur de ton entreprise aussi, c'est lié. Donc derrière, tu peux être invité pour des interviews et des podcasts. Il y en a plein qui cartonnent. Mais plein. On parlait tout à l'heure du slip français, on peut avoir aussi Justine Hutto de Respire, enfin c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves et qui cartonne. Et en plus même les équipes du coup qui te rejoignent partagent ses valeurs, l'aventure, enfin c'est ça. Je pense que c'est vraiment très positif. Et c'est lié, et c'est ce que je fais en fait dans mon travail tous les jours, c'est que je travaille le personal branding en écrivant les posts des chefs d'entreprise et des dirigeants, et c'est au service de la marque employeur de leur entreprise, parce que forcément les gens identifient, et c'est normal, une entreprise aux valeurs de son dirigeant. On dit souvent qu'une entreprise, c'est le reflet du chef d'entreprise, c'est lui qui l'incarne. Donc du coup, si tu vois les publications, tu vois, d'un chef d'entreprise qui met en avant des valeurs de diversité et d'inclusion, de télétravail, d'une politique de recrutement intéressante, bah t'as plus envie, déjà quand t'es candidat, c'est incroyable, parce que tu te dis, waouh, c'est moi, c'est génial, je vais postuler. Les clients, j'ai envie de bosser avec quelqu'un qui a un état d'esprit et des valeurs comme ça. C'est lié, c'est directement lié. Et aujourd'hui, c'est très très important de comprendre ça. Du coup, en tant que ghostwriteuse, avec tout ce qu'on a dit et ton expérience, tu as peut-être 5 tips à nous donner pour aider les futurs CEO, les CEO, la personne qui gère la communication d'une marque ou celui qui recherche de l'emploi. Si tu devais leur donner 5 conseils pour mieux publier ou améliorer ou tout simplement commencer à publier, ce serait quoi ? Alors, déjà, première chose, LinkedIn, c'est pas un EHPAD numérique, d'accord ? Okay. Ça, c'est hyper important de se le dire. C'est vraiment devenu, comme on l'a déjà dit, plus du divertissement et un lieu, j'ai envie de dire, où les gens cherchent même à se détendre. Faut pas avoir peur de ce mot dans le milieu professionnel. Donc moi, je dirais déjà, ne cherchez pas à vous formater, très important. Je vais prendre l'exemple du couple. Typiquement, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, et admettons, la personne, elle fait que parler de ses after-work, de ses réunions, etc. Et en fait, c'est chiant. On a envie de voir l'âme des gens, on a envie de voir, en fait, leur vision, leurs valeurs. Et ça, c'est super important de se dire qu'on n'est pas sur un réseau pro conventionnel, où on doit se dire c'est très institutionnel, il faut vraiment rester sur... on en revient toujours à ça, hein, les tableurs Excel, etc. Non, faut pas avoir d'a priori sur LinkedIn et il faut vraiment donner une part de soi. Donc vraiment, quand je dis ne vous formatez pas, c'est ne vous formatez pas à l'idée préconçue en fait de ce qu'on peut penser de LinkedIn. On n'en est plus là aujourd'hui. Il faut vraiment aller plus loin que ça et rentrer dans... un don de soi, hein, finalement. Okay. Donc, très important. Du coup, je dirais tips 2, il faut vraiment être authentique. C'est hyper important pour moi aujourd'hui dans ces prises de parole sur LinkedIn. Je vais toujours reprendre l'exemple d'un couple. Admettons, tu te mets en couple avec quelqu'un et tu vois que la personne, t'es pas toi-même, tu joues un rôle, tu sens qu'il n'y a pas de feeling, tu es obligé, tu vois, de t'obliger à dire certaines choses, à te formater à cette personne, etc. Ça tient un temps où, justement, tu vas prendre sur toi et tout, et à un moment, tu craques, et tu t'en vas, en fait. Oui, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Et c'est pareil pour la création de contenu. Si, j'en reviens toujours à ça, tu rentres dans le fan service et tu te dis... il faut que je cache mes tatouages, ou il faut que je sois pas drôle alors que je suis drôle, tout ça. Au bout d'un moment, ça va pas marcher, en fait. Et ça, c'est valable pour tout. Voilà, admettons, t'es chercheur d'emploi, tu te dis que pour séduire une entreprise, pour à tout prix avoir un taf, comme ce que me conseillaient d'ailleurs ces chers recruteurs, je vais être le plus lisse possible, alors que t'es pas quelqu'un de lisse. Oui, ça marchera pas par la suite. Non, ça marchera pas par la suite parce que ok, super, tu vas le signer ton CDI, il y a pas de souci. Au bout de 6 mois, tu vas vraiment te sentir comme un étranger et tu vas te dire, je me sens pas moi-même et je peux pas être moi-même ici. Et en couple, quand c'est comme ça, tu t'en vas, et en CDI, c'est pareil, tu t'en vas, et avec un client, c'est pareil. T'es entrepreneur, tu fais tout pour plaire à ta cible, je sais pas... tu te dis, je vais attirer un maximum de clients possible, je vais faire l'impasse sur mes valeurs, argent, 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 argent. Tu vas attirer tout type de personnes, dont des gens qui ne te correspondent pas. Et le bilan, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas dire, waouh, la relation, elle devient toxique, c'est pas des gens qui sont faits pour moi, je vais arrêter de bosser avec. Et ça même, c'est hyper dangereux parce que, surtout quand tu es entrepreneur, hein,
waouh, avec des relations clients toxiques, tu peux vraiment perdre de l'estime de toi-même, tu te remets en question, tu te dis, en plus, si tu as un petit syndrome de l'imposteur, ça fait que le réveiller encore plus. Tu vois, faut vraiment être prêt à écrémer et à épurer et privilégier en fait la qualité à la quantité. Donc, 1, parler de soi. Ouais. 2, de façon authentique. Et 3. Ensuite, on va aller plus sur le technique, Okay. c'est-à-dire construire ses posts. Okay. Et là, c'est intéressant. En fait, déjà, moi, je dirais qu'il faut faire des phrases courtes. Okay. L'erreur, en fait, des gens, c'est que quand ils créent leur post, ils font des phrases où tu as 3 ou 4 idées dans une phrase. Genre, tu t'étouffes, tu peux même pas respirer, en fait, quand tu lis la phrase. Tu as des virgules, ou alors tu n'as même pas de virgule, tu lis le truc, tu es en apnée, tu es à 2 doigts de mourir, c'est pas possible. Donc, il faut essayer d'identifier justement ça et se dire, est-ce qu'il y a plus d'une idée dans ma phrase? Si c'est le cas, tu coupes avec des points. Et la même chose, en fait, essayer de garder une grande idée par poste. Ça, c'est très important. C'est qu'en fait, souvent, tu as vraiment des gens qui te racontent plein de thématiques différentes dans un post. Le lecteur est perdu. C'est pas possible. Donc, le fait qu'un post sur je suis allé déjeuner avec ma soeur, on s'en fout complètement, quoi. Ça apporte aucune valeur ajoutée. Oui, alors ça, généralement, on reste sur une seule idée. Mais c'est pas pour autant que c'est plus intéressant. Ok, donc tips 3, structuré. Ouais. Structurer ses posts, donc dans la construction vraiment copywriting, donc ça, rester sur une grande idée. Ensuite, tips 4, vraiment, mais concentrez-vous sur vous, ça c'est hyper important, arrêtez de vous comparer. Dites-vous que sur LinkedIn, vous êtes des millions de créateurs de contenu et que sur des millions, franchement, il y en a vraiment, mais très, 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 très peu qui font des millions de vues, tout ça, etc. Donc, certes, on en parle peut-être beaucoup, donc on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais pas du tout. La plupart des gens, ils galèrent. Vous n'êtes pas seul. Amusez-vous vraiment, mais kiffez, prenez du plaisir. Donc ça, hyper important. Et surtout, arrêtez de bloquer sur les posts de gens qui disent « Ouais, je gagne 10 000 euros par mois, je travaille 3 heures par semaine. » Il y en a partout, d'accord? Il faut arrêter parce que la plupart, j'en sais rien, mais franchement, faut arrêter. Je pense qu'il y a une partie, c'est des gros mythos. En plus, j'ai des témoignages de gens qui me disent « Mais tu sais qu'en plus, lui, je le connais, il est inscrit à Pôle emploi, il est là, il s'invente une vie de ouf. » Non, mais voilà, il y a à boire et à manger. Il y a les pods aussi dont on a parlé, les gens qui s'achètent des likes, tout ça. Donc, concentrez-vous sur vous, sur la valeur que vous apportez, sur le plaisir que vous prenez, etc. Ne vous comparez pas, c'est très, très, très toxique. Concentrez-vous sur l'énergie positive que les gens vous donnent. Ça, c'est hyper important. Et dernier conseil, hyper important aussi, les haters. Donc ça, je suis obligée d'en parler parce que franchement, je te jure, j'ai 2 questions qui reviennent souvent en message privé. C'est Dorit, comment tu fais pour avoir de la visibilité? Parce que moi, je suis désespérée, ça fait des mois, des années que j'essaie et j'ai pas de like et tout. Donc on en est toujours à cette honte un peu, c'est triste hein, de se dire j'arrive pas à décoller. Pas. Okay. Ouais, et Dorit, j'ose pas publier parce que les haters me paralysent. C'est toujours pareil. Donc vraiment, c'est la même chose que je vais répéter, c'est concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur l'énergie positive que votre communauté vous apporte et ignorez-les, bloquez-les, balancez-leur des punchlines et surtout, dites-vous qu'en fait, ces gens-là, ça c'est hyper important, ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas ce que vous avez vécu, ils savent rien de vous. C'est des gens qui, on va pas se mentir, souvent ont une vie de merde. Moi, ça m'arrive rarement parce que... Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Tu vois, moi, ça m'arrive rarement, mais tu sais, des fois, je fais un truc, c'est que, vu que j'ai pas que ça à foutre de ma vie, clairement, mais des fois, quand j'en vois un qui est vachement virulent, je vais sur son LinkedIn et je regarde un peu cette personne si elle publie du contenu. Et je vois qu'en fait, souvent, ils passent leur journée à ça. Ah, ils font rien, ils ont une vie. Ils font que démonter les créateurs de contenu. Leur activité, c'est que commenter les posts des autres du matin au soir. C'est un bon tips aussi pour reprendre confiance en soi, parce que quand tu vois que le mec il sert à rien, ça n'a aucune valeur son commentaire. C'est ça. Donc en fait, tips 1, accepter de parler de soi. Ouais. Tips 2, être authentique. Ouais. Tips 3, structurer son message. Ouais. Ça peut paraître bête, mais c'est essentiel. Hyper important. 4, se faire plaisir. Ouais. Et 5, arrêter de penser aux haters. Ouais, complètement. Et même, je dirais, peut-être avoir pitié d'eux,
Parce que je te jure que pour passer ces journées à faire ça, et souvent c'est vraiment le cas, hein, je te jure, si on s'amuse à voir leur activité, souvent ils n'ont pas de photos, ils créent rien, en fait, c'est des gens qui ne font rien. Ça, c'est une phrase que j'adore dire à Fida Turner, tu sais, moi je la kiffe, hein, parce qu'elle a plein de punchlines, et tu sais que c'est pas con ce qu'elle dit des fois. Hein. Elle dit, les haters sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne font rien, et qui vont critiquer des gens qui font quelque chose. Mais eux, ils n'ont rien à proposer. Ouais. Et c'est la vérité. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est moi, je propose quelque chose, mais eux, ils proposent rien. Du coup, c'est facile de critiquer les gens. Donc, beaucoup, finalement, de recul à prendre et de se décentrer sur soi-même. Ça, c'est hyper important. Recentrer. Se décentrer. De se décentrer des autres. Waouh, je me suis perdue. De se décentrer des autres et de se recentrer sur soi-même. C'est bien, tu suis ? C'était un test, en fait. C'est ça, c'était un test. Bon, donc du coup, concrètement, si on doit résumer, il faut oser prendre la parole, se faire plaisir, pas avoir peur des haters. Et puis si on veut aller plus loin et du coup savoir comment est-ce qu'on fait des bonnes publications en avance, il faut aller voir une ghostwriter, c'est ça ? Oui, alors tu sais, moi je fais vraiment pas de forcing sur ça, sincèrement. Je suis vraiment pas là pour caser mon taf à tout prix. Il y a des gens qui kiffent créer leurs publications eux-mêmes et je les encourage de ouf à le faire. Hein. Moi je vais sortir un livre justement avec les éditions Vuibert, groupe Albin Michel en début d'année où le but c'est vraiment de donner toutes les clés aux gens pour publier sur LinkedIn. Donc si vous êtes à l'aise pour le faire, mais allez-y. Moi, du coup, en fait, tu es capable d'accompagner sur n'importe quel niveau, que ce soit quelqu'un qui est confirmé sur de la publication pour optimiser ou quelqu'un qui ne l'a jamais fait, tu peux les accompagner. Et... En fait, si tu veux, les objections, enfin, c'est pas les objections, c'est les raisons qui poussent les clients à me contacter aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. C'est pour ça que si des gens n'ont pas ces objections-là et ces problématiques-là, créez vos publications vous-même et je serai très heureuse pour vous et il n'y a pas de souci. En fait, c'est toujours pareil, ils n'ont pas le temps. C'est des chefs d'entreprise, des dirigeants, donc ils n'ont pas le temps, donc ils préfèrent déléguer la création de contenu. Ils n'osent... Alors, c'est pas ils n'osent pas, c'est en fait, ils ne sont pas à l'aise pour mettre des mots sur leurs émotions. C'est dur de parler de soi à soi-même. Hein. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment un vécu, et j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, en fait, j'ai déjà essayé de parler de mes expériences, tout ça, et quand il s'agit de parler de moi à l'écrit, j'arrive pas à trouver les mots. Du coup, ça peut être cette raison-là, où ils préfèrent laisser quelqu'un parler de leurs émotions à leur place, c'est moins de charge mentale pour eux. Et il y a aussi le fait, tout simplement, que ils n'ont pas les compétences et ils sont très humbles et très conscients et très lucides sur le sujet. Et du coup, parfois même c'est les trois cumulés. Et du coup, ils préfèrent déléguer. Donc... si effectivement vous avez ces problématiques-là, bien sûr que faire appel à un ghostwriter, c'est absolument pertinent et légitime. Si vous ne les avez pas, revoyez cette vidéo encore et encore et allez-y, ou mon livre, et allez-y tout seul. Et surtout, amusez-vous et éclatez-vous dans votre création de contenu. C'est le meilleur tips que je puisse vous donner et c'est vraiment la chose qui fera que les gens vont sentir votre sincérité et votre authenticité. Et c'est deux mots qui reviennent le plus souvent quand on me qualifie en message privé. Et il n'y a pas de secret. C'est ça qui fait qu'en fait, il y a de la résonance. Et pour ça, il faut vraiment... y aller. Ne pas avoir peur de donner une part de vous-même, et c'est ça qui fera que vous allez connecter avec l'audience. Du coup, pour rebondir sur les 5 tips, moi ça me fait penser à quelque chose, c'est que finalement, quelqu'un qui est chargé de la communication, ou directeur communication ou marketing d'une entreprise, a aussi finalement son rôle de ghostwriter à jouer pour son CEO, parce qu'il peut l'aider, l'accompagner, même dans la publication des tips, il peut utiliser ce qu'on a dit aujourd'hui pour structurer et aller plus loin et créer cette authenticité dont les marques ont besoin. Alors, je dirais pas ça, parce que, comme je te l'ai dit en démarrant, c'est vraiment un métier à part entière et tout le monde n'a pas, en tant que directeur marketing communication, les compétences pour. Ça demande vraiment des compétences particulières. Okay. On en revient toujours à l'empathie, à l'analyse de la personne et à la psychologie. Et c'est pas forcément des qualités qui vont avec les missions, tout simplement, d'un directeur communication. Au même titre que moi, j'ai eu au téléphone la directrice communication d'une très grande enseigne de lunettes d'opticien que tout le monde connaît, qui me dit moi, pour l'instant, c'est moi qui écris les posts du grand patron, mais c'est pas mon boulot, quoi. Et elle a raison, c'est pas leur boulot. Enfin, tu verras jamais... Ou alors, prouvez-moi le contraire, mais tu ne verras jamais dans la fiche de poste d'un directeur marketing communication, écriture des posts LinkedIn du dirigeant. C'est
c'est pas dans leurs actions. Encore une fois, on est plus dans de la stratégie. Ok. Donc, c'est Vraiment évidemment. du personal branding. Oui, alors évidemment, ils peuvent avoir un droit de regard sur les publications conseillées, mais la légitimité sera plus ou moins pertinente en fonction de la personne. Parce que, encore une fois, on en revient aux appétences, psychologie, empathie, alors que normalement, si tu contactes un ghostwriter, il les a, parce que c'est son métier. Ok. Et bon, après, c'est toujours pareil, c'est comme tous les métiers, t'en as des meilleurs que d'autres, etc. Le physio des posts LinkedIn, finalement. Ouais, surtout qu'en plus, ghostwriter et copywriter, c'est vraiment un métier en explosion. J'ai l'impression que tout le monde un petit peu se proclame. Donc, forcément, voilà, c'est toujours pareil. Il faut bien choisir aussi. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous compétents, je dis pas qu'ils sont tous incompétents non plus. Mais il y a, voilà, il y a de tout. Mais sur ces jobs-là, c'est pas une question de directeur marketing ou quoi que ce soit. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans la communication et le marketing, Ça se qui trouve, va c'est l'avoir ton en fait. alternant qui est très bon pour les posts. Et Parce qu'il va avoir l'empathie, la psychologie, il va être doué en écriture, tout ça. Un DIRCOM, il n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture. Enfin, c'est vraiment très différent. Là où par contre, je rebondirais sur ce que tu dis, c'est au global. Hein. Directeur communication, marketing, tout le monde, même le RH, la compta, tout le monde, on est ambassadeur d'une entreprise. Donc, il y a un enjeu à prendre la parole sur LinkedIn en son nom. Pas pour son employeur en écrivant ses posts, tout ça, mais en son nom. Et ça, pour le coup, oui, c'est très puissant. Ça contribue à la marque employeur de l'entreprise. Ok. Et si tu as un message à passer, ce serait quoi ? Alors, un message vraiment purement d'amour, de bienveillance envers les gens qui n'osent pas publier sur LinkedIn et qui ont beaucoup trop de barrières mentales et qui ont un gros syndrome de l'imposteur qui malheureusement est trop présent à notre époque. Vous avez de la valeur, vous êtes compétent, vous avez du potentiel, peu importe qui vous êtes, chef d'entreprise, chercheur d'emploi, indépendant. Enlevez-vous vos putains de barrières mentales, s'il vous plaît. Vous avez des choses à dire, vous êtes intéressant, allez-y, cartonnez sur LinkedIn. Dites ce que vous avez à dire et surtout, amusez-vous. Merci Dorit. Merci à toi.